Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un manque de confiance en vous et en vos capacités? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur d'être démasqué parce que vous pensez ne pas être assez compétent? Si oui, On va vous expliquer aujourd'hui ce que c'est, pourquoi ça vous arrive et quelles sont les pistes en fait qu'on peut mettre en place pour s'en sortir. alors prenez place et abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue chez Sophos. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet. Rappelez-vous un peu, la dernière fois on avait fait un Sophos 0. On avait évoqué un peu ce que c'était Sophos, quelle était cette nouvelle capsule qu'on mettait en place avec Eunice. Et on a parlé du fait que Sophos c'est tout simplement une capsule où on veut apprendre de nouvelles choses, des choses du quotidien, des questions qu'on se pose. On va discuter de ça avec Eunice et puis peut-être qu'on invitera d'autres personnes avec lesquels discuter. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet, un sujet qui nous touche plus ou moins à un certain moment. Donc, Eunice, de quoi on va parler aujourd'hui? Il s'agit du syndrome de l'imposteur, encore appelé phénomène de l'imposteur ou encore expérience de l'imposture. Et est-ce que tu sais que selon plusieurs études, de ce que moi j'ai cherché, 62 à 70% de la population mondiale a été emmenée, peut-être plutôt emmenée à douter à un moment donné, ne serait-ce qu'une fois, de la légitimité de leur statut. D'accord. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste et quelques pistes pour s'en sortir. Donc voilà ce qu'on peut dire en fait comme introduction sur le sujet. Mais comme c'est toi, tu as fait les recherches, aujourd'hui, moi, je vais te laisser parler et je vais juste rebondir sur certaines choses si je pense, si je juge nécessaire. Sinon, je te laisse parler jusqu'à la fin. Tu verras. Donc, est-ce qu'on peut commencer déjà? Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est selon tes recherches, ce que tu as pu retrouver? Bon, comme tu sais, moi j'aime bien les définitions. Je suis allée, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de chercher une définition. On dit qu'en fait, c'est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences, et qui persiste malgré les succès scolaires et professionnels évidents. Il est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte. Et c'est une tendance à douter de ses succès et de ses accomplissements. Oh, wow. Donc, c'est un peu comme si tu travailles dur pour avoir quelque chose, pour accéder à une certaine position et que tu t'es dit, en fait, non, c'est pas moi, j'ai fait tout pour arriver là, je me suis pas assez battue pour arriver là, ou c'est même pas moi. Et même tu vis dans la peur d'être démasqué. C'est ça. Donc, tu t'es dit, en gros, un jour, quelqu'un va savoir que t'es une fraude, quoi. C'est ça, c'est effectivement ce qui se passe et c'est totalement ça, t'as totalement compris. Mais c'est dur de vivre comme ça, en fait. Non, ouais, c'est trop dur parce que t'es tout le temps en train de penser qu'en fait t'es un escroc, que tu n'es pas, quoi. Ouais. Tu vois, tu es tout le temps en train de te dire, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce qu'ils vont découvrir que je suis pas à la hauteur de ce qu'ils pensent de moi, en fait? Mais ils se manifestent en fait de plusieurs manières. Donc, ok, ben dis-nous. Pour savoir comment ils se manifestent, il faut savoir déjà que la base même du problème de ce syndrome-là, c'est le manque de confiance en soi, mais vraiment extrême, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire que quand tu manques de confiance en toi, tu as le syndrome de l'imposteur? Encore heureux, non, c'est pas ça. On peut ne pas avoir confiance en soi, mais ça veut pas forcément dire que on a un syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est un plus du manque de confiance, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment le summum, en fait, si tu veux. C'est ça. C'est vraiment le summum. C'est juste l'un des piliers. Donc, t'as le manque de confiance en toi. Tu as aussi le fait que la personne, elle a l'impression de ne pas être à sa place. Wow. Donc, elle pense que, en fait, tout ce qu'elle a, si elle a un diplôme, si elle a un travail ou si elle a un statut social particulier dans la société pour lequel elle a travaillé dur, elle se dit que en fait c'est pas les succès que j'ai, c'est pas moi en fait, c'est pas donc les tout succès, le temps en train de remettre cela en question. Tout le temps en train de se remettre en question, elle doute de ses compétences, elle trouve en fait que elle est, une personne, elle est mauvaise, elle se déprécie en fait au quotidien et tout ce qui lui arrive, c'est souvent la chance. Ou bien c'est les autres qui font que si elle a réussi quelque chose, c'est pas elle en fait, c'est une autre personne. Si ça m'est arrivé, c'est juste un concours de circonstances. J'étais au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, c'est tout. Et tu as peur en fait que ton entourage découvre
qui tu es vraiment alors que t'es juste toi en fait. Et tu vis en fait avec la peur constante d'être démasqué. Wow. Toujours. C'est horrible, sincèrement. Non. Je trouve que c'est un sentiment qui est horrible. Ouais. Et si je comprends bien déjà, tu vis avec cette peur-là. C'est ça. Mais finalement, est-ce que tu n'arrives pas en fait par t'auto-saboter et tout ça? Parce que quand tu vis avec cette peur, c'est pesant. Tu vas te dire déjà, quand tu te dis tu vas être démasqué, est-ce que tu vas pas en fait, être flemmard ou bien faire trop de choses qu'il n'en faut, justement pour montrer, pour soulager un peu ce sentiment que tu as, pour adoucir ce sentiment que tu as, ou bien tu vas vivre peut-être en te disant ça va, tranquille, je fais rien, de toute manière je suis un imposteur. Tu parles en connaissance de cause ou quoi? Parce que tu emboîtes le pas sur beaucoup de sujets. Eh ben, dis-nous tout. Eh bien, en fait, il y a un mécanisme avec ma blouse blanche, je savais pas trop mettre ça. Il y a un mécanisme d'auto-sabotage qui se crée effectivement. Donc, tu vas faire deux choses. Soit tu vas overdoing, tu vas faire plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire, il y a 5 marches. Il y a 5 marches d'escalier. Et toi, au lieu de prendre une marche après une marche, tu vas en prendre 2 par 2. Ça, c'est un Donc, exemple. tu vas te fatiguer, en fait. Tu vas te fatiguer alors qu'il n'y a pas besoin. Alors que tu peux faire tranquillement. Et ça, c'est l'exemple de la marche d'escalier, mais il y en a plein. Tu as une tâche à faire, et après, c'est simple, mais toi, tu vas te dire, ah non, il faut que je fasse tout le tour, le rond-point, etc., pour arriver à cette tâche-là. Ouais. Donc, tu vas en faire plus qu'il ne faut pour prouver, en fait, que... Ça me fait penser à un exemple. C'est comme si tu veux faire juste la vaisselle et tu nettoies toute la maison d'abord. Exactement. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais bon. C'est exactement ça. T'es en plein dedans. Et donc, je disais que tu vas vouloir en faire plus, mais c'est pas ta faute. Tu veux faire plus parce que tu te dis, faut que je mérite ce que les gens pensent de moi, en fait. C'est-à-dire que ils pensent que je suis fort, je vais leur montrer que je suis fort, je vais faire plus qu'il n'en faut alors qu'il n'y a pas besoin. Ouais. Ça, c'est la première étape. Bon, après, la deuxième, ça peut se manifester de soit le premier avant, soit le deuxième avant, mais la deuxième chose, c'est la procrastination. Donc, tu vas underdoing, tu vas faire moins qu'il n'en faut. Tu vas te dire, bon, j'en fais moins, comme ça, si ça marche pas, ils vont vraiment découvrir, ça y est, que je suis un imposteur et que, c'est pas moi, hein, j'ai toujours été comme ça et que... Donc, tu trouves une excuse parfaite, en fait, pour échouer. C'est ça, tu te trouves une excuse pour échouer. Donc, c'est à peu près les deux mécanismes, en fait, qui se mettent en place. Donc, soit tu vas procrastiner, soit tu vas, c'est quoi le mot déjà? Tu seras perfectionniste. Voilà, je cherchais le mot français. Tu seras perfectionniste ou tu seras perfectionniste et procrastinateur, tu vois. Okay. Soit l'un, soit l'autre, mais je pense que... C'est des phases. C'est des phases, en fait, parce que tu peux manifester les deux, clairement. Tu peux clairement manifester les deux. Interesting. Et après ce qu'on vient de dire par rapport aux manifestations et tout, est-ce que tu as déjà vécu le syndrome de l'imposteur? Alors, le syndrome de l'imposteur, il se manifeste, en fait... Ça, on a essayé de mettre les mots un peu sur comment la personne peut se sentir. Et ce que je voulais ajouter, en fait, c'est que ça arrive à un certain moment de sa vie. Chez certaines personnes. Parce que j'en avais parlé, en fait, avec quelqu'un dernièrement. Elle m'a dit que, elle n'a jamais vécu ça, en fait. Elle savait même pas ce que c'était. Donc, j'ai vu que c'était pas tout le monde qui vivait ça. Et moi, je l'ai vécu à un moment de ma vie. Bon, je sais pas si tu veux l'exemple, ce qui s'est vraiment passé ou... ça dépend de toi. Est-ce que tu veux mettre les abonnés dans la confidence? Écoute, déjà, est-ce que toi, tu vas le faire si je te repose la question? C'est compliqué, tu sais. Mais on verra. Oui, je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu, pour être tout à fait honnête avec toi. Je me confie un peu quand même, c'est que ce qui s'est passé, c'est que quand les gens me demandaient de faire des travaux en fait dans la com, je me disais c'est un truc vite fait, je le fais. Par exemple, je fais un exemple. Je devais faire un montage vidéo pour quelqu'un avec une voix off et tout, et j'ai les compétences pour. Je sais faire des vidéos, je sais faire les voix off, je sais assembler mes idées. Je sais ce que je veux quand je pense à quelque chose, je sais comment faire pour le faire. Et donc, quand j'ai fini le travail, il était bien fait. Mais moi, je me suis dit, c'est pas mal. Hein. Donc, j'ai envoyé. Et donc, quand la personne m'a dit merci, je me suis dit, oh non, c'est rien, même toi, tu peux le faire. C'est pas compliqué, en fait.
il y a beaucoup de modèles, tu prends un modèle, tu choisis ce que tu veux et puis tu fais ton travail, c'est pas compliqué. Mais la personne me disait non, mais t'es trop forte et tout. Et moi je me suis cachée, j'ai dit non, je suis pas forte, si tu veux viens, je te montre et tout. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus je me rends compte qu'à chaque fois qu'on me demande de faire un travail, que je le fais et que je sais que je l'ai bien fait, je me dis mais si ça se trouve, demain, ils vont découvrir que c'est trop facile à faire et que ils me jetaient des fleurs pour rien. Alors que l'outil que j'utilise, il faut s'asseoir dessus. Il faut faire des tutoriels pour apprendre, en fait, comment on utilise l'outil. C'est bien beau, oui, tu l'as fait, mais ça veut dire que quelque part, tu as une connaissance de l'outil que tu as utilisé. Au-delà de la connaissance, même, tu as aussi cette créativité-là qui est propre à toi. C'est ça, tu as l'idée, en fait, qui va avec. Mais moi, à chaque fois, je me disais, oh, tout le monde peut le faire, c'est rien, ça. J'ai rien fait de bon. Et à chaque fois, je me dis, mais si je fais ce travail pour il ou elle, est-ce que demain, elle va pas, le jour où elle découvre comment utiliser l'outil, est-ce qu'elle va pas se dire que c'était trop facile finalement? Donc, en fait, je vivais dans ça. Je dis je vivais parce qu'aujourd'hui, je suis plus dans ce cas de figure. Dieu merci. Donc oui, je l'ai déjà vécu à plusieurs moments de ma vie et ça partait du fait que j'avais pas confiance en fait en mes capacités, en ce que je pouvais faire. Ouais. Écoute, moi aussi à un moment donné de ma vie, forcément que je l'ai vécu pendant ma thèse. Et puis bon, je pense que il y a beaucoup de doctorants je pense qu'il faut qu'on en parle, même faut qu'on fasse un sondage dessus parce que j'ai vu passer qu'il y a beaucoup de doctorants qui vivent ça? Le syndrome de l'imposteur en fait, parce que tu t'es dit est-ce que vraiment ce que tu es en train de faire là ça apporte quelque chose de nouveau dans le domaine, est-ce que c'est pas juste une imposture, est-ce que demain en fait on va pas te dire oh tes travaux ce que t'as fait c'est de la merde quoi. Tu vois, c'est de la merde, c'est pas très intéressant. Donc beaucoup de doctorants vivent ça en fait, et moi je l'ai vécu. Même le jour, je sais que quand j'ai envoyé mon rapport, je me suis dit, malgré que mes directeurs de thèse avaient déjà corrigé, ils avaient déjà validé, quand j'ai envoyé mon mémoire au rélecteur déjà, au rapporteur plutôt, j'étais en mode purée, mais ils vont se rendre compte que j'ai fait que de la merde pendant les 3 années de thèse, que j'ai rien fait peut-être pendant les 3 années de thèse. Et finalement, les rapports étaient bons. Ouais. Mais malgré ça, le jour de la soutenance, je me suis dit, purée, au départ... Il y aura trop de monde! Au départ, je voulais pas inviter des gens. C'est vrai, je voulais pas inviter des gens. C'est toi qui tu as dit, tu invites pas qui? Je vais inviter tout le monde si tu veux. Parce que je me suis dit, devant tout le monde, on découvrira que je suis qu'une fraude, en fait. Ouais, et en plus, moi, je me souviens que je te disais que si t'es arrivé là où tu es aujourd'hui, c'est parce que, quelque part, tu en as les capacités, tu es intelligent, tu sais faire, et je me souviens qu'à chaque fois que tu devais passer avec tes, comment ça s'appelle, les directeurs de thèse, t'étais en mode, ouais, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Est-ce que c'est bien ce que j'ai écrit? Beaucoup de questions. Parce que, en fait, je pense que, peut-être que je t'emboîte le pas sur tes explications, je sais pas. Ça peut être dû au fait que c'est des gens qui t'évaluent. Et tu t'es dit, si t'évalues pas, c'est que peut-être c'est pas bon, en fait. Et du coup, t'as une certaine pression aussi là-dessus. Et moi, je pense que c'est venu, en fait, un peu plus bas, un peu plus tôt dans mon parcours, quand j'étais en M2 surtout. Et je pense que peut-être on reviendra dessus quand tu vas développer. Oui, parce que là, tu es en train de parler, oui. Je pense que tu auras l'occasion de dire ça. Ah, je sais pas. Tu auras l'occasion de dire ça. Mais moi, je n'oublie pas, je sais que tu vas en parler. Et donc, ceci dit, donc, toi et moi, on l'a vécu. Et est-ce que tu savais qu'il y a différents types de syndrome de l'imposteur? Différents profils. Ça, non. Moi, tu es imposteur, tu es imposteur. Il n'y a pas différents profils d'imposteur. Eh bien, écoute, il y a différents profils. Il y a d'abord le perfectionniste, comme tu sais. Le perfectionniste, quelqu'un qui va toujours chercher à faire plus alors qu'il n'y a pas besoin. Ok. Il y a l'expert. Donc lui, il y a une phrase qui m'a marquée quand ils l'ont défini. Ils ont dit « L'expert se fie aux connaissances inégalées qu'il a acquises et considère que, je sais que tu vas rire, s'il ne sait pas tout, c'est qu'il ne sait rien. » Tu vois? Donc en gros, le mec, il sait rien parce qu'il sait pas tout. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet et que il veut être le meilleur dans son domaine. Mais même au-delà de son domaine, à cet allure-là. Oui, parce qu'il veut tout savoir. Voilà. C'est ça. On aurait dû l'appeler l'extrême plutôt que l'expert. Donc, en fait, s'il échoue quelque part,
son syndrome se développe, tu vois. Ouais. Mais c'est tout à fait normal que tu échoues quelque part parce que tu sais Oui, pas tout. c'est pas ton domaine, quoi. Mais ouais, tu sais, c'est comme si moi, demain, je veux devenir maître en intelligence artificielle. C'est pas mon domaine. Je peux apprendre des choses, oui. Mais je peux pas être experte comme toi, tu peux l'être, en fait. Donc, c'est pas possible. Ouais, c'est pas ton domaine. Ensuite, il y a le génie naturel. Donc, peut-être tu vas te reconnaître dans le génie naturel. Dis-moi. C'est quelqu'un qui s'appuie sur ses capacités innées à maîtriser tout ce qui se présente à lui. Donc, c'est quelqu'un qui a des aptitudes naturelles, en fait. Un peu comme Messi, quoi. Bon, désolé de l'exemple. J'encaisse parce que je sais que l'autre, il a taffé dur et c'est pour ça que je kiffe. Voilà, Ronaldo, il a travaillé dur pour ça. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à réussir sans avoir à travailler. Et en fait, il se sent remis en cause quand une activité lui demande un investissement plus conséquent que d'habitude. Ouais, c'est vrai que, bon, à un moment donné, ça a été mon cas aussi parce que pour moi, sincèrement, l'école, c'était facile pour moi. Je vais pas te dire. C'est pour ça que là, j'ai commencé à travailler, mais je te promets que je préfère aller à l'école que travailler. Ouais, bon, j'aimais pas trop les notes, ça c'est sûr, mais j'aimais aller à l'école, en fait. Juste aller, m'asseoir et puis apprendre, discuter et tout. J'aimais ça. Mais travailler, j'aimais pas. Parce que j'avais une facilité, en fait, à retenir les choses juste en m'asseyant en cours. Donc, dis-toi que C'est vous, là, qu'on ne devait pas suivre après les cours. Tu pouvais. Tu sais, tout le monde s'en va s'amuser, tout le monde joue et tout. Et il y en a un qui a besoin de travailler pour avoir des bonnes notes. Et lui, il suit celui qui retient tout en classe. Exactement. Donc, moi, il faut savoir que jusqu'à N2, j'avais jamais raté de cours. Vraiment, si j'ai raté un cours, c'est que j'étais malade et que j'ai pris une permission. Mais jamais j'ai raté de cours. Et même quand j'étais malade, en fait, j'avais une boule dans le ventre quand je ratais un cours. Même quand j'avais une bonne excuse, j'avais une boule dans le ventre. Donc, j'avais jamais raté de cours. Et mon deuxième M2, j'ai raté un mois de cours. Bon, c'était un autre cas parce que j'avais une excuse aussi qui était valable. Mais jusqu'à mon premier M2, jamais j'ai raté de cours. Parce que pour moi, même si au moment où le prof est là, je ne comprends pas ce qu'il dit, j'ai besoin d'être là pour retenir. Parce que je sais que si je relis, c'est juste un problème de concentration pour comprendre ce qu'il dit. C'était à chaque fois comme ça, en fait. C'est-à-dire, il fallait juste que je sois au cours et puis voilà, c'est tout. Derrière, je pouvais m'amuser, je pouvais faire des trucs et tout. Et à un moment donné, où j'ai switché, en fait, dans ma formation, j'ai eu l'impression que je quittais d'une formation à une autre. C'est comme si je quittais de la médecine pour aller, je sais pas, devenir architecte, mais pourtant c'est pas le cas. Hein. C'était les mêmes, il y avait quand même des bases, en fait, à avoir. J'ai eu cette sensation-là, et là, en fait, ça a causé en moi, justement, ce syndrome de l'imposteur-là. Parce qu'il fallait que je fournisse, j'aille encore plus au-delà de tout ce que je fournissais avant. Certes, je l'ai fait, mais quand même, ça n'a pas été sans conséquence. Donc, voilà. Donc, génie naturel, peut-être mieux. Ensuite, il y a le solitaire. Donc, je pense que ça aussi, peut-être que je vais me trouver dans le solitaire, mais vas-y. Le solitaire, c'est quelqu'un qui cherche à réussir par ses propres moyens. Et pour lui, demander de l'aide, en fait, c'est un aveu de faiblesse ou, en fait, un échec qui alimente, en fait, le sentiment d'être un imposteur, quoi. Bon, je sais pas si je vais dire j'ai été solitaire dans ce sens-là. Parce que demander de l'aide, pour moi, c'était pas seulement, ça dépendait des sujets pour dire c'est un sentiment de faiblesse. Par exemple, dans mon domaine, ça me dérangeait pas de demander de l'aide à un professeur. Mais par contre, je ne demandais pas de l'aide parce que à chaque fois, comme je t'ai dit, quand je ne comprenais pas quelque chose, je me disais pas que le professeur allait m'apporter quelque chose. Je disais juste c'est parce que je manque de concentration. Et que si je me concentre, je dois comprendre. Donc peut-être c'est une sorte de solitaire parce que je demandais pas tout simplement parce que je me mettais sur moi en fait. Je dis c'est parce que t'es pas concentré que t'as pas compris. Si quelqu'un d'autre a compris, c'est parce que toi t'es pas concentré. À chaque fois je me disais ça quoi. Ensuite il y a le super-héros. Donc c'est quelqu'un qui s'arrête jamais et cherche à repousser ses limites. Et le fait de ne pas maîtriser un sujet pour lui, qui n'est pourtant pas forcément son domaine d'expertise, donc ça c'est un peu comme l'expert, en fait ça lui donne le sentiment de ne pas être à la hauteur. En fait il veut savoir tout faire comme l'expert en fait. Ok, ben écoute, super. Tu vois, ben, c'est impossible ça. Enfin ouais, c'est pas, sauf si tu es Dieu, sinon c'est pas possible quoi. Ouais. C'est pas possible. Est-ce que tu as retenu les différents types de profils de syndrome de l'imposteur?
On compte ensemble. C'est peut-être bien. Donc, il y a le perfectionniste, Oui. l'espère, Oui. le solitaire, Oui. le génie naturel Oui. et le super-héros. Bravo. Si je me trompe pas. C'est ça. Ben, Peut-être écoute, que je me trompe. non, tu te et que trompes ma pas du mémoire a tout. fait défaut. Non. Pas du tout. Écoute, merci pour ces explications sur les différents profils. Maintenant, on sait qu'il y a différents profils d'imposteurs. Et sinon, on a parlé du fait que Des ça manifestations. Ouais, des manifestations. On a parlé aussi des profils. C'est ça. Mais quelles sont les causes? C'est vrai, parce que il faut aller à la source des choses Ben oui, pour pouvoir contrecarrer le problème. c'est ça. Donc, on va faire un jeu. J'aime toujours pas tes jeux, en fait. Si, toi, t'aimes faire jouer les gens sur Eureka aujourd'hui, tu vas jouer avec nous. Alors, on va faire un jeu. Après tout ce qu'on a partagé, tout ce que tu as pu comprendre de ce que c'était le syndrome de l'imposteur, donne-moi, selon toi, les causes qu'il peut y avoir, les causes qu'il peut y avoir, et moi, je te dirais si tu es plein dans le mille ou pas. Bon, je pense que, vu que j'ai un peu vécu, et puis quand je regarde, en fait, comment ce syndrome-là se manifeste, je peux déjà dire que la base même, c'est un problème sociétal, en fait, de comment le monde même a été construit, comment la société a été construite. Parce que aujourd'hui, en fait, la société est construite sur le fait que déjà, faut être le plus fort tout le temps. Donc, si tu es pas fort, t'es rien, en fait. Et ça fait que beaucoup de personnes remettent en question leurs compétences. Même quand ils acquièrent des compétences, ils vont remettre en question, est-ce que je me sens légitime? Donc, plus tu vas te demander est-ce que tu es légitime pour tel truc, malgré que tu aies eu des diplômes et tout ça, et plus tu vas développer, je pense, le syndrome de l'imposteur. Et donc, tu te diras que finalement, tout ce que tu fais, écoute, c'est pas toi, en fait. C'est juste un coup de chance. Peut-être qu'un jour, tu seras démasqué. Probablement, peut-être que tu n'as pas les compétences. Tu vas peut-être aller te former par des certificats, mais ça sera jamais suffisant. Et tu tournes dans une boucle infinie, en fait, en quelque sorte. C'est un cercle vicieux. Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi, je vais prendre un exemple tout simple, c'est des enfants qui vont à l'école. Donc, supposons que tu as un enfant qui va à l'école. L'enfant, en fait, le professeur, en fait, qui est censé l'évaluer, ne fait pas la différence entre l'enfant et son travail, en fait. Ses résultats scolaires, d'accord. Ses résultats scolaires. Donc, qu'est-ce que le professeur peut dire, en fait, que cet enfant-là, il n'est pas fort. Mais en fait, non, c'est pas qu'il n'est pas fort, qu'il ne réfléchit pas. C'est juste que il y a juste un petit truc qu'il n'arrive pas à faire. Et que toi, prof, en fait, tu es là, tu es censé l'aider pour qu'il puisse faire ça. Mais si tu remets ça sur la personne, l'enfant, il va se dire, écoute, j'ai aucune compétence, je suis un imposteur. Du coup, l'enfant, en fait, va se remettre à chaque fois en question. Il va se dire, vas-y, je suis pas bon. À chaque fois, il va se dire, je suis pas bon, je suis pas compétent. Il aura le syndrome de l'imposteur. À la maison, ses parents vont lui dire, vas-y, tu es bon, tu es un bon élève. Au travail et à l'école, on lui dit qu'il n'est pas bon. Et finalement, il va jongler ces deux aspects-là. Je suis pas bon, je suis bon. Et l'homme a tendance à prendre le négatif. Donc finalement, il va se dire, ses parents mentent parce que ce sont ses parents et que le prof a certainement raison parce que c'est le prof, c'est celui qui est censé l'évaluer. Et donc, il va commencer à développer ce syndrome de l'imposteur. Déjà, même face à ses parents qui disent c'est un bon élève, donc il va vouloir montrer quelque part que c'est un bon élève. Pourtant, derrière, on va dire c'est un imposteur aussi. Donc, il y a ce cas de figure-là. Et je pense que c'est important de vraiment séparer les personnes de ce qu'elles font, en fait. Parce que la personne n'est pas ce qu'elle fait. Pour moi, c'est ce que je pense. Il y a plus, en fait, derrière chaque personne que juste parce que je sais pas monter une ampoule, donc je suis nulle. Non, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, je pense que c'est l'une des causes du syndrome de l'imposteur aussi, au-delà de la société, comment la société a été façonnée, et au-delà aussi de comment l'enfant est. Il y a d'autres causes aussi, bien entendu, parce que je pense que chacun vit le syndrome de l'imposteur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle peut facilement vivre le syndrome de l'imposteur quand il va se retrouver en face de quelqu'un qui a déjà eu le diplôme, qui a fait un cursus normal. Pourtant, lui, il a juste fait une reconversion rapide. Donc, il va se dire, peut-être que je suis un imposteur. Pourtant, il a appris pour ça. Il est capable de faire des projets, en fait, en rapport avec ce nouveau domaine qu'il a embrassé. Donc, tout ça, en fait, je pense que ça vient de la comparaison. Personnellement,
je pense que ça vient aussi de la comparaison. Que ce soit la comparaison faite par la personne, la comparaison faite par les professeurs, en fait. Ou par les personnes qui sont censées évaluer et tout ça. Parce qu'au travail aussi, tu es évalué par ton responsable quelque part. Tu es évalué par l'entreprise. On attend de toi certaines compétences et tout ça. Donc, c'est toutes ces évaluations-là qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes développent des syndromes de l'imposteur. Donc, j'espère qu'il y aura au moins des aides pour, justement, des petites penses bêtes pour éviter, en fait, de développer le syndrome de l'imposteur. Parce que tout compte fait à un moment donné, chacun doute, en fait. Et je pense que le doute, dans la recherche scientifique, on dit le doute, c'est important. Parce que si personne n'a douté de quelque chose, on te dit, la Terre, quand on te disait la Terre était ronde, il y a certains au départ, ils ne pensaient pas que la Terre était ronde. Ils disaient la Terre était plane. Et c'est parce qu'il y a eu des doutes, en fait, qu'aujourd'hui, on a découvert qu'effectivement, la Terre est ronde. Donc, le doute, c'est scientifiquement quelque chose de bon. Mais un doute, en fait, qui emmène vers le syndrome de l'imposteur, c'est autre chose, en fait. Parce que quelqu'un qui va douter un peu, une fois, de ses compétences, ça va lui permettre d'aller chercher les compétences nécessaires, en fait, pour avancer. C'est ce qui est normal. Si tu penses que tu es trop compétent et que tu ne doutes pas de tes compétences un jour, c'est que peut-être tu n'es pas prêt à apprendre, en fait. C'est parce que tu vas douter que tu auras cette soif d'apprendre encore. Donc, pour moi, le doute, c'est important aussi d'avoir des doutes à certaines périodes de nos vies. Mais faut pas que ça tende, en fait, vers ce syndrome-là qui, je dirais, qui t'assèche. Oui, qui t'assèche, c'est vrai. T'as d'autres causes? Mais je vais m'arrêter là. Je pense que déjà, je suis bonne dans ton jeu. J'ai assez de points comme ça. Bon, déjà, t'as parlé des préjugés sociaux. Préjugés sociaux. T'as parlé de la pression aussi qu'on peut subir par les parents ou à l'école. Il y a le fait aussi que certains caractères peuvent être à l'origine du syndrome de l'imposteur. Donc, les profils à tendance perfectionniste, ceux qui sont sujets aux problèmes de santé mentale, donc les personnes qui ont des dépressions, des personnes qui de nature souvent te disent « Ah, moi je suis perfectionniste ». Ces personnes-là peuvent avoir tendance en fait à développer un syndrome de l'imposteur. Ou encore les personnes avec une faible estime de soi. Bon, ça on l'a dit. Ouais. Et la pression face à de nouvelles responsabilités. Ça aussi, ça peut en fait développer le syndrome de l'imposteur en toi parce que tu vas te dire mais est-ce que je suis vraiment à la hauteur de toute cette pression. Voilà, de toute cette pression ou de ce qui est attendu de moi vraiment quoi. Voilà. C'était bien. C'était pas mal. C'est cool ça en fait, du fait que je sois bien. Je pense que c'est facile en fait à trouver les causes parce que si je pense que je me suis assise à un moment donné pour me poser la question, pour réfléchir à quel moment ça s'est passé, à quel moment ça a commencé. Donc, le fait d'avoir réfléchi, en fait, ça m'a donné rapidement les causes. Après tout ce qu'on a dit, si on n'arrive pas, je sais pas, à différencier, en fait, s'il s'agit peut-être de juste un début de manque de confiance en soi ou de juste le syndrome de l'imposteur, comment on fait en fait? Il y a un test qui a été développé qui s'appelle le test de l'échelle de Clance. Donc, c'est un questionnaire de 20 questions où on te pose des questions pour savoir si tu as ce syndrome-là. Et en fait, le test est basé sur l'échelle de Likert. Tu sais ce que c'est? Bien sûr. C'est quoi? En fait, l'échelle de Likert, c'est beaucoup utilisé pour l'évaluation, parfois même pour les recommandations. On te demande est-ce que tu es satisfait, pas du tout, un peu, etc. En fait. Donc peut-être là, ce qui serait demandé, c'est est-ce que si on te pose une question, je sais pas si tu as un exemple particulier. En fait, oui, j'ai un exemple. Il y a des questions où on dit je m'inquiète souvent de ne pas réussir un projet ou un examen, alors que mon entourage a confiance dans l'idée que je vais y arriver. Donc du coup, je pense que là, la réponse sera peut-être pas du tout vraie, moyennement vraie, au milieu en fait. C'est ça. Et après, tu as un peu vrai, très vrai, je pense, à peu près ça. Donc c'est ça, c'est exactement ça l'échelle de Likert. Et il y a une autre question aussi que j'ai notée. J'évite les évaluations quand c'est possible et je suis terrifiée que les autres m'évaluent. Oh waouh. Voilà. Je pense que ça même, il y a beaucoup, même s'ils n'ont pas les syndromes de l'imposteur. Mais après, comme je pense que c'est un groupe de questions. Oui, il y a 20 questions. Il y a 20 questions en fait
avec des situations différentes. Hein, avec Ouais. des situations différentes. Par exemple, il y a une question où on dit j'ai peur de ce que mon entourage pense de moi. Est-ce qu'ils vont me découvrir un jour, ce genre de choses. Ouais. Et je suis curieuse d'avoir ton avis parce que toi, je sais que quand on parle des tests, à chaque fois, tu dis oh, mais ça a des limites. Ben oui, ça c'est sûr que ça a des limites parce que déjà, je pense que l'une des limites, c'est la subjectivité. Parce que quelqu'un déjà qui se sent pas très en forme dans sa tête, qui a le syndrome de l'imposteur de griffe, qui va faire ce C'est test-là, ça. c'est très subjectif et ça peut être conduit par des émotions. C'est ça. Donc des émotions à un temps précis. Peut-être que à un moment aujourd'hui, mes émotions sont, je suis Très assez forte, très dépressif et tout. Mes émotions sont très fortes et tout. Je pense à ça. Donc bam, on ce évalue qu'on va ça me et dire, demain c'est autre chose, tu vois. demain, ça Donc va mieux. et puis bon, le syndrome de l'imposteur, comme on dit, c'est un moment donné. Donc ça Ça peut a être des phases, en aujourd'hui, fait. voilà, il y a des phases et tout ça. Donc je pense que ça c'est probablement une limite de cette évaluation, je Même la pense. première, auto-évaluation subjective. Ben voilà. Parce qu'en fait, les réponses sont influencées par l'état émotionnel et la perception personnelle du moment. Et certaines personnes, en fait, peuvent sous-estimer ou surestimer le sentiment du syndrome de l'imposteur qu'ils ont, en fait, Oui. au moment actuel. Ouais, c'est sûr. C'est clair, en fait. Et je pense que aussi, ça peut être aussi assez culturel. Culturel, oui. Oui. Parce que, Mais en fait, culturel, c'est vrai parce que c'est un syndrome qui a été développé dans le monde occidental. ouais. Enfin, trouvé, si tu veux, dans le monde occidental. Donc, effectivement, c'est... Donc, je pense que l'évaluation culturel. aussi peut être biaisée par ça. Pour dire que c'est une des limites, en fait. C'est très culturel. Peut-être détecter un syndrome de l'imposteur. En Afrique, ça serait un peu plus difficile. Parce qu'il y a une manière De réfléchir qui est tout de autre, réfléchir en fait. qui est tout autre, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et peut-être on en parlera lors d'une vidéo, je sais pas. Donc, effectivement, il y a biais culturel et contextuel. Donc, comme je t'ai dit, ça a été développé en Occident. Et certains milieux professionnels, tu me diras, scientifiques, artistiques, académiques, amplifient ces sentiments de manière spécifique, non prise en compte, en fait, dans l'échelle. Ben, c'est un peu comme ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux doctorants et tout, qui peuvent subir le syndrome de l'imposteur. Bon, ça, c'est encore à vérifier par des études, en fait, voir combien de doctorants. Et par exemple, dans le domaine de la médecine, les internes. Oui, j'avais lu une thèse. D'ailleurs, on va mettre le lien En description. en description. Parce que je ne sais pas si on a lu la même thèse, mais moi, j'ai lu une thèse, effectivement, où les internes en médecine souffraient, en fait, du syndrome de l'imposteur. Ben voilà. Donc, je pense que c'est un facteur aussi. Ça dépend de quel métier, je dirais, tu fais, ton statut, en fait, au départ. Et surtout, quand on t'appelle. Moi, je sais que à mon tour, quand je partais parfois, je voyais certains amis et tout. Ils me disaient, ah, docteur. Mais en fait, j'étais même pas docteur. J'étais en train de chercher comment j'allais faire pour être docteur. Et je souffrais pour devenir docteur, en quelque sorte. Souffrant de griffe. Et on m'appelle docteur. Donc là, je me suis dit, mais purée, j'ai pas le droit de retourner en arrière. Je peux pas abandonner. Faut que j'aille jusqu'au bout parce que déjà, on t'a collé un statut sur la tête, en fait. Donc, ces genres de statuts, ça peut être source de pression, mais ça peut être aussi motivant. Donc, ça dépend de comment tu vas le prendre, en fait. Une autre limite de ce test, c'est l'absence de différenciation des causes. Donc, le test ne distingue pas les différentes sources du syndrome de l'imposteur. Donc, on ne sait pas si c'est dû à la pression sociale, à la discrimination, au perfectionnisme, au fait que je procrastine. On ne sait pas, en fait. On sait juste répondre aux questions, mais qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça à ce moment-là? Et en fait, il y a aussi l'évolution dans le temps. Donc, les scores peuvent varier en fonction, comme on l'a dit, des périodes où je me sens vraiment presque en burn-out, où je me sens vraiment, ça va, c'est tranquille. Et une personne peut obtenir un score élevé à un moment stressant ou pas, en fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. T'es contente qu'il y ait des limites? Ben, parce que je suis contente, je dirais, c'est ce qui est normal, en fait, parce que quand tu regardes, la plupart des tests, je sais pas si c'est une test psychologique ou pas. Oui, c'est un psychologue qui a développé ça. Ben voilà. Donc, la plupart des tests psychologiques, il y a forcément des limites, en fait. C'est comme les textes le test où on te dit, on dessine des choses et on te dit, qu'est-ce que tu vois dans ce dessin? C'est chez le psy, ça, on met des dessins avec des trucs noirs et puis on te dit, qu'est-ce que tu vois? Tout ça, ça a des limites, en fait. Il y a beaucoup de tests comme ça qui ont des limites.
si on a parlé des manifestations, on a parlé Des causes du moins, c'est qu'il y a des conséquences. Donc, Franchement. les conséquences, en fait, si je te dis en premier là, une conséquence qui te vient en tête. Déjà, je pense qu'il y a le burn-out, parce que vu qu'on a parlé de perfectionnisme qui en fait trop et tout, donc il peut facilement aller en burn-out. Mais il y a aussi en fait une conséquence, bon, qu'on ne peut pas catégoriser, mais que je prends, c'est l'exemple de quelqu'un qui est passé sur le plateau de Reka, donc Jemima Gunn, qui disait que elle, à cause du syndrome de l'imposteur, elle refusait même d'envoyer ses factures pour encaisser son dû. Donc, elle se mettait en difficulté financière. Au point de se mettre en difficulté financière, effectivement. Tout ça parce qu'elle se sentait pas légitime et elle se disait peut-être un jour ils vont savoir que ce qu'elle a fait c'est pas bon et tout, et elle est juste imposteur. Et donc, elle voulait pas envoyer ses factures pour encaisser son argent. Donc, la conséquence, elle s'est mise en difficulté financière. Donc ça, c'est une conséquence qui n'est pas forcément catégorisée. Je suis sûre que tu les as pas dans tes catégories que tu as pu Non, chercher. je l'ai pas. Mais on va passer son extrait pour que les gens ils puissent voir concrètement ce qu'elle a dit en fait ce jour-là. Tu vois, le syndrome de l'imposteur. Oui. Coucou. Voilà. Du coup, le truc de ah ouais, elle n'a pas fait de licence ni de master en com, donc nanana. C'est moi-même qui me le disais. Hein. Personne ne me le disait du tout. C'était dans ma tête. Je me répétais constamment non, je suis pas légitime de faire ça. Mais pour te dire, j'avais même du mal à faire des factures et qu'on me paye. Plusieurs mois, je me suis retrouvée en difficulté. Ou sinon, aller regarder son interview Eureka. Voilà, il y a beaucoup plus de détails là aussi. Donc, effectivement, le burn-out. Il y a des problèmes de santé mentale. Donc, on a le burn-out dans les cas les plus extrêmes et la dépression. Le burn-out, en fait, c'est quelqu'un qui travaille et puis au travail, ça se passe pas bien et tout. Il a un surménage et puis un matin, il explose. Il explose, en fait. Donc, le surménage, comme je l'ai dit, parce que tu es toujours en train de chercher à savoir ce que les gens pensent de toi, comment tu vas faire pour atteindre tes objectifs, aller même au-delà de tes objectifs, pas seulement les atteindre, mais aller au-delà de tes objectifs. Et aussi de tes objectifs fictifs. Oui, de tes objectifs fictifs, parce que tu te mets une pression de malade, en fait. Et tu es dans la comparaison la plus extrême. Tout à l'heure, tu as parlé de comparaison. Mais là, c'est pas juste, je me compare à Eunice. Hein. C'est vraiment le top du top de la comparaison, quoi. C'est une comparaison maladive, même. Okay. Et pour les plus créatifs comme moi, ça entache ta créativité parce que tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'arrives plus à réfléchir, tu es bloqué dans ton cerveau. Tu te dis, mais est-ce que ce que je fais là, quelqu'un d'autre n'a pas déjà fait ça? Ou bien, bref, tu t'inventes des chemins qui sont pas réels. Et la procrastination, on en a parlé. Tu as une perte aussi souvent de motivation. Tu n'es plus motivé du tout parce que tu te laisses aller, tu te dis, c'est bon, qui n'ont qu'à découvrir que je suis un imposteur et puis c'est bon, on n'en parle plus. Et une baisse de confiance en soi, bon, ça va de soi. Et des difficultés dans les relations interpersonnelles. Je ne sais pas si ce que tu as dit sur Jemima, je peux le mettre dans les difficultés des relations interpersonnelles, mais c'est des personnes... Cette conséquence-là, en fait, ça te donne une tendance à éviter les situations où tu pourrais être exposé en tant qu'un imposteur. Ok. Voilà. S'il y a une réunion de travail, tu dois parler, tu dois prendre la parole, tu vas faire arrêt maladie ce jour-là parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais aller dire là-bas? Ou bien ils vont découvrir ce jour-là que je ne suis pas à ma place, en fait. Tu vois la différence? Moi, je faisais beaucoup de conférences. C'est ça, en fait. Donc, c'était assez contradictoire, je dirais. Mais est-ce que, avant les conférences, tu travaillais pas aussi dur pour dire bon? Non, je travaillais normalement. Parce que je pense que toi, tu l'as vu en plus. C'était toujours normal, le conf normal. Et toujours le même rythme. Je fais mes diapos, prépare et tout. Quand je dois parler, parfois même, je vais en freestyle. Quand il s'agit juste de parler, présenter ce que je fais, je vais en freestyle. C'est quand il faut faire des diapos que je répète beaucoup. Mais si c'est juste parler, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on travaille, ça vient seul, quoi. Parce que... Et quand je rentrais dedans, à chaque fois, on me dit, ah ouais, t'es passionné. Mais bon, de quoi il parle? C'est ça.
Et donc, ça les empêche de nouer des relations qui sont authentiques parce qu'au-delà du travail, on reste des personnes, des hommes, humains. on reste des humains, on a besoin du relationnel. Donc, ça t'empêche même d'avoir une vie peut-être amoureuse ou une vie amicale ou des amis en fait. Ça t'empêche ça, de faire ça. Et il y a un autre aussi que j'avais pas pensé à ça, mais dans mes recherches, j'ai trouvé, on dit... c'est une des conséquences, évitement des nouvelles opportunités. Donc, Oui, tu c'est sûr. t'empêches de rêver, tu t'empêches de croire en tes projets, tu Ouais, t'empêches ça, c'est les cas extrêmes. Ben oui, enfin, on s'en rend pas compte, mais tu arrives à ça, hein, puisque tu n'arrives plus à prendre la parole en public. C'est une conséquence logique, c'est que tu n'as plus tu as des rêves, mais bon, tu te dis, ah, qu'est-ce que je vais aller rêver encore? Et puis ils vont découvrir que je suis pas à la hauteur et tout. Je trouve que c'est triste quand même. Ouais, c'est sûr. C'est triste. Nous, encore, je pense que, bon, je parle pour moi. Moi, j'ai vécu la forme un peu la plus soft, on va dire. Mais il y en a qui sont vraiment dans le dur, quoi. Qui sont vraiment, vraiment dans le dur. Qui sont anxieux, qui sont tétanisés. Et c'est compliqué. Donc, on va passer aux pistes pour s'en sortir. Déjà, faut aller consulter. Si on a parlé de tout ça et tout, et que vous voyez que vraiment, on dirait que j'ai le syndrome de l'imposteur, référez-vous en fait à une personne qui a la blouse blanche, hein, donc une personne, pas moi, hein. Une personne qui est dans le corps médical, donc qui va vous accompagner. Donc normalement, les psychologues sont les plus habilités à faire ça. Les psychologues, les thérapeutes, les psychothérapeutes sont des personnes, des médecins de l'âme, on les appelle. Qui sont habilités en fait à vous aider dans ce sens-là. Et il faut déjà y faire face. Il faut accepter. Ouais, que tu vis ça. Voilà. Que je vis ça. Ok, j'ai tel problème. Je vais aller me faire soigner dans ce sens-là. Il faut sortir aussi de sa zone de confort. Ouais, fais des choses nouvelles. C'est ça. Tu fais des choses nouvelles. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé tu évites de nouvelles opportunités et tout, mais là, il faut te forcer, en fait, à te créer de nouvelles opportunités qui vont te permettre de te découvrir et de découvrir d'autres horizons, de découvrir des personnes. Et faut faire des choses qui te procurent, en fait, du plaisir, qui te dit, en fait, ça, c'est moi qui l'ai fait, hein, quand même. Je sais faire et tout. Hein. Par exemple, quelqu'un qui dessine, force-toi à faire plus de dessins. Pas pour prouver aux gens que tu sais dessiner, mais parce que c'est ta passion et que ça te plaît. Voilà, et que ça te plaît. Ouais, en fait, je pense qu'il y a aussi le côté, faut pas essayer de faire des tâches trop énormes, en fait. Faut faire des baby steps. Et au fur et à mesure, prendre plaisir à faire ces baby steps-là au fur et à mesure. C'est ça. Donc fixer des objectifs atteignables, en fait. C'est ça. Faut pas se mettre la barre comme ça et puis après... Moi, j'ai un proverbe que j'aime bien, on dit... vise la lune, au moins, si t'arrives pas à la lune, tu vas tomber sur les étoiles, tu vois. Donc, au moins, tu auras fait quelque chose qui paraît anodin, mais ça t'aura fait plaisir et tu te seras rendu compte que t'as les compétences pour faire cette chose-là. Et donc, comme je parle de compétences, tu fais un tour d'horizon sur ce dont tu es réellement capable. Aujourd'hui, moi, je peux te faire une liste des choses que je sais vraiment faire. Je suis pas parfaite, mais je sais les faire. Donc, si il peut arriver que tu sois dans une phase de crise, tu peux te dire ok, je prends mon calme, je me pose quelque part. Comme toi, tu aimes bien dire cette phrase, je me pose quelque part et je dis ça je sais faire, ça je sais faire. Est-ce que ce que les gens disent que je sais faire, est-ce que de manière concrète sur papier, faut être vrai avec toi. Je sais le faire. Si oui, il y a pas de raison en fait que tu doutes de toi. Et il y a aussi un fait, tout à l'heure, tu en avais parlé avec l'expert, c'est que on peut pas tout savoir, on n'est pas parfait. Il y a des choses que on peut pas maîtriser et il faut être conscient de cette réalité-là. Ça paraît subtil, mais donnez-vous aussi des marges d'erreur. Donc, dites-vous que en fait, moi aussi j'ai droit à l'erreur parce que quelque part je ne sais pas tout. Donc, si je teste des choses, il peut arriver que que ça marche pas. Moi, mon premier gâteau, c'était une catastrophe. Parce que j'aime bien la pâtisserie, comme tu sais. Et la première fois que j'ai fait un layer cake, il était pas bon. La chantilly mascarpone, elle avait coulé et tout. C'était bizarre. Mais quand même, jusqu'à aujourd'hui,
mon gâteau du premier jour jusqu'à aujourd'hui, tu es témoin que ça va. Ok. Donc, pour dire que cet Ouais, exemple-là, pour dire que je me suis octroyé une marge de terreur, je me suis pas mise la pression pour dire ah mais pourquoi machin. J'ai accepté que c'était pas parfait et que c'est normal en fait. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ben je crois que il y a aussi le fait que faut en parler. Faut en parler. Ouais, c'est important d'avoir une personne près de toi. Voilà. Moi, tu m'as beaucoup aidé. Donc, je dirais, ayez une Fabrice Toledana aussi près de vous. Ça m'a beaucoup aidé le fait d'en parler et tout. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, à avancer quand même, à pas tomber dans l'extrême. Voilà. Donc, dans l'extrême. Et donc, parler à quelqu'un dont vous êtes proche, en fait, finalement. C'est important de parler. Et je pense que même si vous n'êtes pas dans les extrêmes, que c'est juste un début, vous avez une petite perte de confiance en vous, allez parler directement, parler à quelqu'un, mettez les mots. Je pense que plus tu mets des mots sur ce que tu vis et plus tu les combats en fait. Et plus tôt c'est détecté, mieux c'est. Plus tôt c'est détecté, mieux c'est. Et je dirais que tout ce qu'on enfouit en nous, en fait ils ont raison de nous après. Mais tout ce qu'on refait sortir, finalement ça va quoi. Tu passes le cap, t'as des personnes aussi qui vont t'aider, qui vont veiller sur toi par rapport à ça. Et tu vas t'améliorer, tu vas guérir de ça et puis avancer quoi dans ta vie parce que la vie est longue, on a beaucoup de choses à faire. C'est pas la peine de se faire ralentir par le syndrome de l'imposteur. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir et tout, il y a beaucoup de choses à expérimenter. Et certains diront quand tu commences à travailler, c'est le début de ta vie en quelque sorte. Donc ce serait dommage d'être victime du syndrome de l'imposteur au début de sa vie comme ça. Donc en parler. Oui. Ben écoute, t'es émue parce que je dis. Elle a tellement bien parlé que j'en perds mon latin. Donc écoute, j'ai beaucoup parlé. Donc je te laisse faire la conclusion. C'est difficile ça, c'est une tâche difficile. Je sais même pas quoi dire en fait. Mais si, j'ai dit beaucoup de choses. J'ai parlé des limites, j'ai parlé des causes, j'ai parlé des manifestations et tout. T'as forcément un mot à dire? J'ai une citation. Allez, parce que quand tu m'as dit syndrome de l'imposteur, fallait que je cherche aussi un tout petit peu, même si je suis pas allée assez en profondeur. J'ai une petite citation d'un psychothérapeute et il s'appelle Kevin Chassandre. Chassandre. Oh, c'est difficile à prononcer, mais bon, j'espère que je le prononce bien. Et il a dit en fait que le syndrome de l'imposteur est plus une barrière à l'expression de son propre potentiel qu'une pathologie en tant que telle. Donc, elle t'empêche d'exprimer ton potentiel. C'est le but du syndrome de l'imposteur, en fait. C'est pas une pathologie, c'est quelque chose qui t'empêche d'être toi et d'être encore sur toi, je dirais. C'est-à-dire plus toi que tu l'es déjà aujourd'hui, parce que le but dans la vie, c'est de grandir, c'est d'évoluer. Quand tu avais 10 ans, tu avais moins de connaissances qu'aujourd'hui si tu as 25 ans. Donc, parce que tu as évolué, en fait. Et le syndrome de l'imposteur, c'est un blocage à l'évolution. Et c'est pas bon. Donc, je vous conseille de consulter si vous êtes victime du syndrome de l'imposteur, comme on a dit, d'en parler autour de vous. Et je pense que tout ira bien pour vous. Sinon, dites-nous si vous avez vécu une fois dans votre vie le syndrome de l'imposteur, quelles étaient les causes si on les a pas citées. On va répertorier tout ça et puis faire un bilan dans une autre vidéo. Peut-être témoignage syndrome de l'imposteur. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé aussi parce que le but, c'est vraiment de lutter contre ces syndromes-là. On en a marre. Sincèrement, on en a marre. Faut vivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à laisser un pouce bleu. Ça fait plaisir toujours. On voit que vous aimez de plus en plus nos vidéos. Et n'hésitez pas aussi à partager autour de vous. Peut-être, il y a quelqu'un que vous connaissez qui vit actuellement le syndrome de l'imposteur. Vous ne connaissez pas peut-être. Ou que vous ne connaissez pas peut-être et qui ne sait même pas qu'il vit ce syndrome-là. Il vit juste quelque chose, mais il sait pas mettre le mot sur ce qu'il vit. Donc peut-être cette vidéo-là est un point pour lui pour découvrir en fait le problème qu'il y a. Donc ça va lui permettre en fait d'avancer. Donc on vous dit à bientôt chez Sophos. C'est ça. Ciao.